Si vous nous rejoignez, vous êtes sur BFM TV et en édition spéciale consacrée à la première interview télévisée d'Emmanuel Macron. Ça a duré un petit peu plus d'une heure. Plusieurs sujets, plusieurs thématiques ont été balayés. A-t-il convaincu les Français, Emmanuel Macron, ce soir, 5 mois après le début de son mandat? On en parle avec Aurore Berger. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes député La République En Marche des Yvelines et porte-parole du groupe LaREM à l'Assemblée nationale. À vos côtés, Daniel Obono. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes député France Insoumise de Paris. Apolline de Malherbe est toujours avec nous. Nicolas Bay, bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National, député européen par ailleurs, et toujours avec nous Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain. D'abord sur cette capacité d'Emmanuel Macron à assumer ce qu'il fait, ce qu'il dit. Il l'a dit à plusieurs reprises ce soir. Daniel Obono notamment, je vous interrogerai là-dessus, de même qu'Aurore Berger dans quelques instants. On va réécouter cette séquence. Ce fut au début de l'interview, des mots parfois considéré comme malheureux dans la bouche du chef de l'État, celui de bordel, évidemment. Il y a répondu ce soir, Emmanuel Macron. Les discours que je tiens en France, en Europe, à l'international, vous les suivez, ne sont jamais de ce registre-là. Est-ce que vous le rediriez ? Mais je continuerai à dire les choses, je continuerai à respirer l'air, à parler à nos concitoyens, à parfois m'emporter quand j'échange avec eux et à dire ce que je crois vrai. Et donc je dis les choses comme elles sont. Je considère que ça n'est pas aider mon pays que de dire que tout se vaut. N'a-t-il pas une propension, le chef de l'État, à avoir du mal à reconnaître ses erreurs, Aurore Berger ? Parce qu'il a une propension à dire la vérité. Et c'est ce qu'il a rappelé d'ailleurs dans cette interview. C'était quand il a été interrogé, en effet, assez longuement d'ailleurs, sur les propos qu'il a tenus. Eh bien, il a réaffirmé quels étaient les propos, quels étaient les éléments de contexte aussi de ses propos, tout simplement. Jamais je pense que c'est nécessaire de la part d'Emmanuel Macron. Il a déjà dit quand parfois sur il y a des sujets pas forcément extrêmement importants, mais justement, ce serait peut-être l'occasion de faire amende honorable sur un terme qui, dans la bouche d'un chef de l'État, a été jugé comme étant peu adapté. Mais il s'est expliqué sur ce terme, clairement d'ailleurs, et puis il l'avait déjà fait. Il a déjà reconnu en effet parfois des erreurs ou autres, mais il n'a pas à s'excuser de dire la vérité sur la situation économique du pays, parce que c'était ça sur quoi il était interrogé au moment où ce mot en effet est apparu, et qui est un mot qu'à mon avis tout le monde utilise sur ce plateau, et que les Français largement utilisent. Et il a décrit cette situation, et je pense que c'est important qu'on ait un président tout simplement qui dise la vérité. Thierry Arnaud nous rejoint, chef du service politique de BFM TV, c'est du direct. Thierry, ich bin nicht arrogant. C'est ce que dit Emmanuel Macron dans l'interview à Der Spiegel, l'hebdomadaire allemand, il y a quelques jours. Est-ce qu'à l'inverse, il a été un peu empathique ce soir, le chef de l'État ? Je ne pense pas que c'est ce qu'il ait le plus réussi dans cette émission. Je crois qu'il y avait pour lui deux objectifs: montrer la cohérence de son action, défendre, expliquer sa philosophie, les mesures qu'il voulait prendre. Et ça a été plus ou moins réussi, mais globalement, ça a fonctionné. En revanche, s'agissant de l'empathie, c'est assez intéressant. Quand à l'accusation « je suis le président des riches », il est plus convaincant quand il répond un peu, j'allais dire presque de manière technique, sur pourquoi il réforme l'ISF et comment et qu'est-ce que ça veut dire, etc., que quand il s'agit, j'allais dire presque humainement, de faire preuve d'empathie. Clairement, si c'était ça l'objectif ce soir, je ne pense pas qu'il ait été atteint. Dans la bouche du président de la République, on trouve beaucoup de mots-clés. Apolline de Malherbe, libéré, protégé, des formules presque philosophiques, verbalement j'entends. Est-ce qu'il a été un peu concret aussi, le président de la République, en répondant à des questions avec précision et lisibilité ce soir ? Non, assez peu, mais c'était pas l'objectif. C'est-à-dire que c'était pas une interview pour faire des grandes annonces. En fait, je crois que l'objectif, c'était effectivement, on le disait à l'instant, peut-être d'être capable de montrer de l'empathie, puisqu'il y a eu ce doute qui s'est installé probablement chez les Français sur une distance. Le mot arrogant, le simple fait qu'il ait besoin de dire au magazine allemand « je ne suis pas arrogant », et le magazine allemand qui a un peu joué sur les mots, puisque sur la une du Spiegel, il y a marqué « je ne suis pas arrogant », et il y avait marqué également « je fais ce que je veux », sous-entendu effectivement de façon de dire un peu contradictoire. C'était à propos de ses éventuelles sorties de l'Élysée, c'était un petit peu différent. Mais l'un des objectifs d'Emmanuel Macron, c'était aussi de dire aux Français « je vous aime ». Et en quelque sorte, il l'a dit. Il a dit, au fond, j'aime tous les Français. Il a répété à plusieurs reprises cette formule. C'est un peu justement ce qu'il devait démontrer. C'est non, je ne suis pas le président. Au fond, il ne s'est pas défendu d'être le président des riches, mais il a contrebalancé par cette formule en disant j'aime tous les Français. Et il faut se souvenir que le soir de son élection, lorsqu'il était au Louvre, vous savez qu'il a traversé lentement la cour du Louvre, il a dit aux Français je vous servirai avec amour. Et en fait, c'est assez rare ce vocabulaire presque amoureux dans la bouche d'un président, mais c'est aussi ce qu'il voulait faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire rassurer les Français sur, de fait, cette question de l'empathie, ou en tout cas de l'attachement qu'il aurait pour tous les Français.
Daniel Obono, vous êtes député France Insoumise de Paris. Avez-vous été rassuré ce soir, un tant soit peu, par le président de la République, j'en doute ? Non, effectivement, je n'ai pas été rassurée. Après, ça n'a eu pas vraiment d'effet. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose de nouveau dans de ce long monologue. C'était quasiment un long monologue comme l'entretien qu'il a donné, quand même, à quelques questions près. Mais bon, on voit bien que il avait beaucoup de choses à dire qu'il voulait placer. Il les a placées. Mais je pense qu'au-delà des mots, je pense qu'il y a une cohérence. Et pour le coup, il assume sa cohérence de servir les intérêts d'une catégorie. On a eu un très très long passage pour expliquer comment les gens qui réussissent, ce sont les riches qui investissent, etc. On a vu comment il opposait, y compris les salariés de GMS qui se sont battus et continuent à se battre pour avoir quand même des rétributions et par rapport à la situation extrêmement dure dans laquelle ils sont. On a entendu parler de multirécidivistes de chômeurs, comme si les chômeurs étaient des criminels. Donc on voit bien, il est cohérent avec la politique qu'il mène. On parle là d'amour. Je ne sais pas s'il y a de l'amour. En tout cas, il y a des intérêts qui sont défendus et ce ne sont pas ceux de la majorité des Français et des Françaises. Et on l'a bien compris là, c'est effectivement le président des riches dans la lignée de Sarkozy. Cette manière qu'a Emmanuel Macron d'assumer se traduit notamment par cette formule. Écoutez, c'était ce soir. Surtout, je fais ce que j'ai dit. Ça surprend peut-être, ça contrarie certains, mais c'est en effet tout à fait nouveau. Je l'ai dit tout cela. Je l'ai dit durant la campagne, y compris les mauvaises nouvelles. Et donc, je fais ce que j'ai dit. C'est positif, Routel Krief, cette manière qu'a Emmanuel Macron d'assumer, où il n'y a pas aussi, d'une certaine manière, une forme de rigidité du président qui n'accepte pas forcément les commentaires et les critiques? C'est une forme de bravage et une manière d'assumer effectivement son raisonnement, sa différence. Mais c'est vrai qu'il faut être aussi à l'écoute et c'est la difficulté de ce métier de président. Et c'est la difficulté du métier d'un élu, quel qu'il soit. C'est qu'à la fois, il doit mener son action et en même temps entendre et comprendre les réactions. Et être au bon équilibre, à la bonne place pour réagir et en même temps continuer, tenir le cap. Ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le sentiment au début de l'interview que le président a montré suffisamment d'écoute ou en tout cas a accepté. Il a voulu absolument être, droit dans ses bottes. C'est classique évidemment cette expression, mais sur son langage, sur sa posture. Et il a voulu. Mais en même temps, il a quand même dit, mais vous savez, je respecte et j'estime les Français, j'ai l'amour de la France. Et évidemment, il a senti que ça n'allait pas de ce point de vue-là, qu'il fallait qu'il fasse passer le message qu'il avait quand même entendu qu'il y avait un problème. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus clair, beaucoup plus net et montrer beaucoup plus qu'il fallait absolument qu'il se débarrasse de cette image, de celui qui avance et que les autres doivent suivre derrière, quoi qu'il arrive. Nicolas Bay, vous êtes vice-président du Front National et député européen. Est-ce que ce fut clair et net le discours du président de la République à travers les questions posées par les journalistes ce soir? Non, mais les questions étaient claires, mais ses réponses, j'entends. Les réponses l'étaient beaucoup moins. On voyait bien que sur beaucoup de sujets, il donnait quelques exemples ou il engageait quelques pistes, mais de façon assez imprécise, peu chiffrée. D'une manière générale, je crois qu'il n'a pas rassuré ni sur les orientations politiques qui sont les siennes et qui sont rejetés assez largement par les Français. Et l'effondrement de sa popularité pendant les derniers mois en est emblématique. Et il n'a pas rassuré non plus sur la forme, sur cette espèce d'arrogance, ce soupçon de mépris de classe qui se distille en permanence par son attitude, par ses propos, de façon récurrente. Donc je crois qu'il apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui a une conception purement financière de l'économie, qui va faire souffrir et qui va faire trinquer les classes moyennes. Et puis il y a toujours des angles morts très importants, des sujets, notamment les sujets régaliens, où il est très en retrait, il parle pas d'immigration, il est pas du tout en première ligne dans la lutte contre l'islamisme radical, qui est un sujet central de préoccupation de nos compatriotes. Il les a évoqués en fin d'interview et de façon là aussi extrêmement floue. Donc il a été jusqu'à dire quand même que les clandestins qui commettaient un délit allaient être expulsés. Il oublie de dire que les clandestins, quand ils sont en France, par définition, ou qu'ils s'y maintiennent, c'est qu'ils ont déjà commis un délit. Bon. Donc tout ça est révélateur d'un Emmanuel Macron toujours aussi arrogant, toujours aussi sûr de lui, qui ne change pas son cap. Justement, mais ce cap, c'est pas l'intérêt de la France. Sur le message que se devait de délivrer Emmanuel Macron ce soir, Aurore Bergé, il n'avait d'autre choix quand même que de répondre aux accusations d'indifférence, aux angoisses sociales
du moment. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce point de vue après 1 heure d'interview télévisée? Il y répond concrètement par la manière avec laquelle on agit, tout simplement. Et il y répond de manière cohérente, c'est-à-dire on a fait la réforme du Code du travail et du dialogue social. Il faut qu'on marche en effet sur des jambes qui sont équilibrées, mais c'était nécessaire de d'abord, à un moment, lever des verrous qui existaient dans la société française. Donc maintenant, c'est la question de la formation professionnelle, c'est la question de l'assurance chômage, avec des nouveaux droits aussi qui seront accordés. Et avec des questions sans réponse ce soir, notamment sur l'assurance chômage, Aurore Bergé. Plusieurs raisons. Vous allez avoir des concertations qui vont être engagées entre l'État et les partenaires sociaux. Donc soit vous considérez que la concertation ne sert à rien, que les partenaires sociaux aujourd'hui ne servent à rien et que le dialogue n'existe pas dans ce pays. Dans ces cas-là, en effet, vous décidez de tout, mais vous ne pouvez pas d'un côté dire on a un président de la République qui est beaucoup trop rigide et qui décide seul, et en même temps dire quand on a un dialogue et quand on a un débat démocratique qui se passera aussi dans un certain nombre de cas au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous dire que ce débat ne devrait pas avoir lieu. Donc moi je vous dis juste que sur la question en tout cas des Français et la manière avec laquelle il appréhende la question du travail, la question de l'emploi, il y a répondu sur tous ces chantiers qui s'ouvrent en parallèle et qui sont des éléments extrêmement concrets. Sur la formation professionnelle, dire qu'en un quinquennat on va former 1 million de jeunes et 1 million de personnes qui sont des chômeurs de longue durée, ça c'est quelque chose de concret et c'est même 15 milliards d'euros qui sont mis sur la table dans un quinquennat. Je ne vois pas comment on peut être en désaccord avec 15 milliards d'euros sur la formation professionnelle. Êtes-vous en désaccord sur ça, Daniel Obono, 15 milliards pour la formation professionnelle? Là où je vais être d'accord avec Mme Bergé, c'est sur les actes, parce qu'il y a la parole, le discours, et puis il y a les actes. Et ce qui a été, par exemple, si d'aventure voté, ces 15 milliards étaient mis pour la formation professionnelle, c'est bien ou pas? Non, mais on va discuter du budget, et je pense que là, on verra carte sur table pour qui est faite cette politique. Et les cadeaux fiscaux qui sont faits à ce niveau-là. Et je pense que la question, aujourd'hui, vous parliez de la réforme du Code du travail, y compris les chefs d'entreprise ne demandaient pas cette réforme. C'était Oui, mais la CNRS a entendu un certain nombre de chefs d'entreprise, et ce n'était pas ce qu'ils demandaient. Et on nous parle de l'emploi. Mais qu'a fait le gouvernement et sa majorité dès qu'ils arrivent au pouvoir? C'est casser le Code du travail. Ce n'est pas ça qui relance l'emploi. Où est le grand plan d'investissement pour la relance de l'activité? Où est-il? Non, ce qu'on va nous présenter là dans le budget, ce qu'on va nous présenter, y compris là on aura la vérité des prix avec le budget, le PLF 2018, on verra de quel côté sont faits les sacrifices. D'un côté, l'assurance maladie, 4 milliards en moins, et puis de quel côté on fait les cadeaux, c'est l'ISF, c'est la flat tax, et ça pour le coup, au-delà des discours, ce sont des actes, et on l'a déjà vu pendant l'été avec la réforme du Code du travail, on l'a vu, on va le voir avec le budget 2018. Des paroles et des actes. La parole d'abord du chef de l'État sur l'ISF précisément, c'est l'une des questions sur lesquelles on attendait Emmanuel Macron ce soir. Je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et c'est pour ça que, aussi vrai que je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. La condition pour ne plus être à l'ISF, c'est d'investir dans l'économie française. C'est de pouvoir justement financer l'innovation, l'activité économique. Mais on ne peut pas dire d'un côté, c'est affreux, il y a des entreprises qui sont achetées par des groupes internationaux, il n'y a plus de capital en France, regardez, nos groupes sont pris par l'international. Et de l'autre dire, je déteste les gens qui ont du capital quand bien même ils l'investissent en France. Ça n'est pas cohérent. Il met un peu d'eau dans son vin, non, le chef de l'État, ce soir Il assume sa culture de la réussite, c'est-à-dire il assume de considérer que pour que la société tout entière fonctionne, il faut aussi qu'il y ait ce qu'il a appelé les premiers de cordée, c'est sa manière de voir, et il veut changer en quelque sorte le logiciel d'une certaine façon. Alors il dit avec un mot, la jalousie, il l'a répété 4 fois, c'est un mot... qui est quand même assez dur à entendre pour un certain nombre de Français qui vivent un quotidien difficile. C'est pas sûr que ce soit la jalousie, c'est peut-être l'impossibilité d'arriver dans certaines situations. Mais essayez d'expliquer que la société est en train de changer, que le travail est en train de changer, qu'il faut être mieux armé et qu'il faut ne pas être là en défensive des emplois qui sont peut-être déjà perdus, mais plutôt en formation pour les prochains. Et plutôt que ce soit des gens qui en ont les moyens, qui investissent pour que des entreprises françaises puissent se développer en France, en Europe et dans le monde, tout ça, il l'assume. Et ça, c'est intéressant. Mais c'était pas toujours aussi clair, mais je pense que ça, c'est sa philosophie. Et il a voulu faire les ordonnances pour libérer, comme il dit, l'assurance chômage et la formation professionnelle, et essayer de faire en sorte que ceux qui en ont les moyens viennent réinvestir en France. On peut lui poser la question de savoir si cet argent il va être fléché, s'il va avoir des contrôles sur cet argent, si ce sera possible de le vérifier. Il a fait le choix de ne pas poser de conditions là-dessus. Justement,
Ça peut être critiqué, on va voir. Mais on sait très bien qu'il y a des formes de microclimats comme ça qui peuvent permettre d'attirer dans des pays, surtout lorsqu'il y a une compétition européenne et mondiale qui est absolument intraitable. Regardez aux Pays-Bas, il y a quelques jours, il y a une nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir. Elle fait une première chose, elle baisse l'impôt sur les sociétés. Donc ils sont déjà, la France est au-dessus, et là encore, on a un autre pays qui va rentrer dans la compétition sur l'impôt sur les sociétés. Donc, on peut entendre ce qu'il dit parce qu'il veut que l'économie redémarre. De quelle façon il dit et est-ce que ça va marcher? Évidemment, on attend. Il envoie des signaux, le chef de l'État, ce soir, notamment à travers cette interview télévisée, Thierry, parfois sans apporter beaucoup de garanties quand même. Non, il n'a pas toutes les réponses. Alors, il les a pas, ça vient d'être dit sur l'assurance chômage parce que c'est le début d'un dialogue, d'un processus, etc. Il les a pas non plus forcément sur un autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure, celui où il explique qu'il va falloir expulser quasi instantanément les étrangers en situation illégale qui commettent un acte délictueux. On sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'expulsions qui sont prononcées mais qui ne sont pas effectuées parce qu'il y a aussi des questions derrière juridiques et des questions de moyens, bassement matériels, qui sont extrêmement complexes. Donc, il y a un certain nombre de sujets, effectivement, sur lesquels il va pas au bout de comment on fait. Et ça, effectivement, ça a manqué. Néanmoins, l'impression qui globalement émerge de tout ça, c'est que voilà, il assume ses choix. Il est dans son cap. Ça, c'est plutôt la partie. Ensuite, le cap, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il est sur les questions économiques assez clairement tracé. Ce qu'il a, à mon avis, moins bien réussi dans l'émission, qui était quand même un des objectifs essentiels aujourd'hui, c'est de rétablir une forme d'équilibre dans la perception. Autrement dit, je trouve qu'il est plus clair et plus convaincant dans sa démonstration, dans l'explication de sa philosophie sur l'ISF, qu'il ne l'est sur les mesures sociales qu'il met en place. Sur les priorités qui sont celles du président de la République, Nicolas Bay, vous auriez préféré qu'il parle sécurité avant emploi ? Je crois qu'il faut un président de la République qui doit répondre à tous les grands défis. Le défi de l'identité et donc les questions migratoires et donc les questions de sécurité et de lutte contre l'islamisme sont centrales, mais il est aussi évidemment attendu sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Et on voit bien que voilà, les mesures qu'il prend, en fait, ça vise à toujours déréguler, toujours moins de protection, et ensuite on s'attaque aux conséquences de cela, c'est-à-dire le chômage de masse, et finalement on demande toujours aux mêmes de faire des efforts supplémentaires. On leur promet quelques dispositions, par exemple pour l'indemnisation chômage supplémentaire, mais il ne dit pas tout. Il dit pas qu'en fait il va rogner sur les durées de cotisation, sur les durées d'indemnisation, ou qui va rogner peut-être même sur les montants des indemnisations chômage. Et puis, on voit surtout qu'il est en matière fiscale, par exemple, c'est très intéressant. Sur l'ISF, il privilégie ceux qui ont des placements boursiers ou des biens de luxe plutôt que l'immobilier. D'ailleurs, l'immobilier, c'est aussi l'économie réelle qui, évidemment, va en souffrir. Et puis, c'est une injustice insupportable parce que tout le monde sait bien qu'il y a beaucoup de Français qui ont une résidence principale qui a acquis de la valeur ou dont ils ont hérité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des revenus importants. Eux, ils vont être frappés de plein fouet. Pendant ce temps-là, ceux qui boursicotent, ceux qui ont des yachts, etc., eux, ils seront exonérés totalement de l'impôt sur la fortune. Donc on voit qu'il est du côté, évidemment, non seulement du côté des plus riches, mais pas forcément du côté de ceux qui investissent dans l'économie, parce qu'il a donné aucune garantie, par exemple sur cette question d'ISF, sur le contrôle finalement d'investissement dans l'économie française des sommes qui seraient exonérées de l'ISF. Est-ce que c'était prévu, d'après vous, Aurore Berger, cette annonce sur l'intéressement et la participation pour tous les salariés ce soir? On a l'impression qu'il envoyait un petit un clignotant, un signal. Il envoyait un signal à la CFDT, notamment à Laurent Berger. C'est ça, sa mesure de gauche de la soirée, d'une certaine manière? Et moi, vous savez, j'ai pas un tableau où je compte les points sur quelles sont les mesures de gauche ou quelles sont les mesures de droite. On va pas se mentir, vous savez bien qu'il faut quand même s'adresser à tout le monde, et y compris à sa gauche, alors même qu'il est qualifié de président des riches par certains. Alors, je vous mens pas. Je vous dis juste que les Français, ils ont fait un choix en mai, en juin dernier, c'est justement de dire que ça fonctionnait pas. Que l'alternance qui a constitué à vouloir une fois être à gauche et une fois être à droite n'a pas permis à notre pays d'avoir moins de chômeurs, d'avoir plus d'investissements, d'être mieux protégés, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est des référentiels. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat parce que je considère qu'ils sont périmés et que c'est clairement ce qui a été rejeté par les Français lors des 2 élections qu'on a eues, présidentielles et législatives. Sur la question de la participation, il ne vous aura pas échappé que quand il a fait la loi qui porte son nom, il a justement déjà avancé un certain nombre d'éléments sur la question de la participation. Donc ça, ce sont des éléments qui sont ancrés dans ce qui est aussi finalement l'idéologie que nous, on a. Qui est on de attend dire, encore beaucoup de précisions au passage, parce que d'un côté ça existe déjà, et pour le reste, comment fera-t-on? Non mais attendez,
si vous attendiez en effet que ce soit une interview d'1h15, non, ce que je vous dis, c'est que simplement il envoie des signaux. Projet de loi sur tous les sujets. Encore une fois, moi je pense que cette interview, elle était peut-être attendue même, en tout cas utile, pour clarifier, pour expliquer ce qui avait été fait pendant les 5 derniers mois et pour montrer quel était le cap et la vision. Le président de la République, il fixe un cap et une vision. Le gouvernement, il met en œuvre et il présente des projets de loi. Le Parlement s'en saisit, améliore la loi, la débat et la vote. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est ça qu'il a remis. Il a remis aussi chaque institution à sa place. Donc, ce que je vous dis, c'est que sur les différents éléments qu'il a avancés, il a permis de montrer quel était ce cap, que ce soit en matière de pouvoir d'achat, la baisse des cotisations sociales dès janvier 2018, par exemple, c'est évidemment une mesure en faveur du pouvoir d'achat, et évidemment aussi sur la question de la participation. Daniel Obono, finalement, la ligne de clivage, elle ne bouge pas d'un iota ce soir. Emmanuel Macron fixe le cap, Aurore Berger le disait, il assume ce cap et vous allez continuer à combattre ce cap. Oui, bien évidemment. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, c'est pas l'alternance d'un mandat sur l'autre, c'est l'alternance en même temps. C'est Sarkozy, Hollande au carré, Macron. Et on le voit parce qu'il y a une continuité du bilan de François Hollande. Il était conseiller, il a été ministre de l'économie, donc y compris, il parle de choses qui effectivement existent déjà. Sarkozy parlait de l'intéressement, mais il ne parle pas, par exemple, de l'augmentation du SMIC, de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Ça, ce sont des choses concrètes. Il y a eu une mobilisation très forte des fonctionnaires le 10 octobre dernier. Justement, est-ce qu'il ne faut pas revoir votre stratégie, qui est celle notamment de la France Insoumise, quand vous voyez que le président Macron ne bouge pas finalement sur certains points et qu'il assume? Je pense que les salariés entendent la différence entre une augmentation de leur salaire, ça c'est direct, plutôt que les illusions d'un intéressement et renvoyer. La baisse des cotisations, c'est direct, effectivement, et ça va se répercuter sur la réduction du remboursement de la cotisation sociale, parce que la cotisation sociale c'est un salaire, c'est le salaire brut, et quand on vous enlève ça, on vous enlève une part de salaire qui va se répercuter ensuite quand vous devrez payer plus cher les médicaments. Et d'ailleurs, on verra aussi dans le projet. Et d'ailleurs, on le verra dans le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, avec le record d'économie, comme on dit, qui est prévu. Donc, on voit bien 4 milliards. Où est-ce que vous allez prendre, madame? 4 milliarrs sur les médicaments, sur le remboursement? Ça va partir comme ça, et ce ne sont pas les salariés. Non, mais je voudrais. Oui, mais c'était. Non, madame, c'était moi qui intervenais, vous m'avez interrompu, je vous réponds. Je voudrais terminer mon propos sur la stratégie de la France Insoumise. Nous, notre stratégie, elle a toujours été claire. Que ce soit sur la loi travail, que ce soit sur le budget, nous allons toujours présenter des amendements contre toutes les mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt général, et nous avons proposé en majorité des mesures alternatives, des mesures en positif, parce que nous pensons qu'il est possible, souhaitable et urgent de faire une autre politique. Et c'est ce que nous allons proposer, y compris en matière, par exemple, fiscale. Nous avons un certain nombre de propositions qui permettent d'aménager de véritables marges de manœuvre, et pas la politique qui est menée, comme on le voit avec le projet de fiscalité, qui va, encore une fois, c'est le bouclier fiscal de Sarkozy, on reprend les mêmes recettes, on prétend ne pas faire l'alternance, mais en fait, c'est la même politique qu'on fait depuis 20-30 ans, et qui n'a absolument pas montré son efficacité pour relancer l'emploi et servir l'intérêt général. Les garanties en termes de pouvoir d'achat pour les Français à l'avenir, il a fixé une forme d'échéance ce soir, le chef de l'État, là c'était pour l'emploi. Sur le pouvoir d'achat, il a notamment dit 80% des retraités gagneront du pouvoir d'achat. Est-ce si clair que cela? Et la réalité, les faits, quand cela interviendra-t-il? Les faits, dès le 1er janvier 2018, il y a une baisse des cotisations sociales. Non, mais c'est très important. Ça veut dire que quand vous êtes salarié, sur votre fiche de paye, vous allez voir votre rémunération augmenter, même si le salaire n'augmente pas, la rémunération de fait va augmenter du fait de la baisse des cotisations sociales. C'est en 3 ans le fait qu'on va supprimer pour 80% des Français la taxe d'habitation. Ça, c'est très clair. Et les retraités, notamment, vont pouvoir évidemment en bénéficier. Donc tout ça, c'est des mesures concrètes. Le minimum vieillesse qui va augmenter, l'allocation adulte handicapé qui va augmenter et qui sont revalorisées comme elles n'ont jamais été revalorisées dans ce pays. Donc je veux bien qu'il y ait la stratégie, en effet, de la France Insoumise qui est à peu près contre tout. La plupart des amendements proposés, c'est en effet des amendements qui sont des amendements de suppression. Non, la majorité, ce sont des amendements de proposition, madame. Vous dites n'importe quoi. Vous ne lisez pas les amendements. Ce qui est assez étonnant, c'est que la France Insoumise oublie un point qui est essentiel et qui a été rappelé par le président de la République ce soir, c'est qu'on a été élu sur un projet. Peut-être ne l'avait-il pas lu. Très bien. Il n'y avait pas grand-chose à lire, effectivement. Eh bien, si vous l'aviez lu, vous auriez su, par exemple, que nous voulions, en effet, supprimer l'ISF au profit d'un impôt qui taxait uniquement la fortune immobilière, de manière à taxer la rente et pas à taxer le capital. Donc, nous mettons en œuvre le projet sur lequel nous avons été élus. Vous n'avez pas été élu sur votre projet. Oui.
Mais le président n'a pas été élu sur la politique qu'il mène non plus. Il faut croire que les Français n'ont pas assez élu parce qu'ils sont contre votre loi travail et ils sont contre cette réforme. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les sondages d'opinion. Donc vous dites que les Français n'ont pas lu et n'ont pas compris. Vous êtes vice-président du Front National. Est-ce que finalement cette première interview télévisée change quelque chose à la perception que vous avez de l'action du président de la République? Non, ça fait que confirmer la ligne de son quinquennat. Ce sera évidemment un coup très dur pour les Français, notamment. Mais avez-vous de réelles attentes la classe moyenne dans l'optique de cette interview? Non, moi j'ai aucune attente à l'égard d'Emmanuel Macron. Je suis très lucide sur ce qu'il est, sur la politique qu'il va mener, malheureusement. Donc notre rôle à nous au Front National, c'est de défendre les Français, de les protéger pied à pied sur toutes ces orientations politiques qui seront néfastes. Il n'y a pas la protection, il n'y a pas les protections économiques qui sont indispensables parce qu'il faut se réarmer dans la mondialisation. Et évidemment, il n'y a aucune protection. On est dans la logique du libre-échange et de la dérégulation. Et il n'y a pas non plus toutes les simplifications et les abaissements de fiscalité qui doivent aller sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés, et puis aussi supprimer toutes les contraintes administratives, les réglementations souvent pléthoriques qui brident considérablement l'activité économique en France. On voit bien que sur tous ces sujets-là, il n'y a rien de nouveau. Et s'agissant de la baisse des cotisations sociales, il faut être clair. Soit cette baisse des cotisations sociales, elle va correspondre à une baisse de la protection sociale, et c'est ce qui est à craindre. Soit ce serait une vraie réforme d'ampleur qui nécessiterait aussi de faire des économies sur la fraude sociale qui coûte 20 milliards d'euros par an, sur la fraude fiscale, sur l'immigration qui coûte des dizaines de milliards d'euros par an. Tant qu'il n'aura pas le courage de s'attaquer à ces gisements d'économies absolument considérables, les baisses de cotisations sociales, ça se répercutera évidemment à la baisse sur les protections dont les Français font l'objet. On continue à parler de cette première interview télévisée d'Emmanuel Macron dans quelques instants, suite de notre édition spéciale. Ça fait 5 mois qu'il est au pouvoir. Cela fait 5 mois qu'il n'avait pas accepté d'une certaine manière de contradiction à la télévision. C'est chose faite. Que faut-il retenir de ce premier entretien, de cette première grande explication? On analyse tout cela dans un instant. Tout de suite.